Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, toujours dans la pathologie infectieuse du tract digestif, toujours dans la tuberculose péritonéale. Dans cette deuxième partie, on va aborder la clinique, la paraclinique et bien sûr la chimiothérapie antituberculeuse, antibiothérapie. Vous allez trouver comme d'habitude tous les supports dans la description à télécharger. N'oubliez pas, chers amis, à abonner afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas aussi un maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos vont atteindre le maximum des étudiants le plus tôt possible. Ne laissez pas ces vidéos juste à votre disposition. Maximum de j'aime, maximum de partage. Donc toujours on continue dans la clinique. Donc vous devez noter que la tuberculose péritonéale est une pathologie qui a un début qui est progressif, insidieux, soit chez un patient connu tuberculeux ou non. Donc, on va noter une augmentation progressive du volume de l'abdomen, donc une constitution d'acide. Donc, parmi les critères de suspicion sur le plan clinique, un patient qui est en train de développer une acide, donc vous allez suspecter la tuberculose, quel que soit le patient, soit tuberculeux connu ou non. Il peut développer la forme péritonéale qui, je répète, secondaire à la forme qui est pulmonaire. Ça, on a vu précédemment dans la pathogénie de la tuberculose péritonéale. Devant des signes généraux ou bien du syndrome tuberculeux, il associe une asthénie, une anorexie, un amaigrissement, fièvre, sueur nocturne. Ça, c'est du syndrome paranéoplasique. Donc, un amaigrissement non justifié, une fièvre, des sueurs nocturnes profuses. Donc, tout ça, c'est en faveur soit de la tuberculose ou malheureusement du syndrome ou bien d'une formation néoplasique. Donc, les signes généraux, l'asthénie, l'anorexie, l'amaigrissement, les fièvres, sueurs nocturnes, du syndrome tuberculeux ou bien du syndrome paranéoplasique, quand vous voulez. Donc, ça, c'est des critères de suspicion d'une tuberculose. Les douleurs abdominales sont minimes. Parfois, ce sont des aménorrhées chez la femme. Donc, premièrement, progresser, on va, on va passer du suspicion vers les examens d'orientation. Deuxième plan, vers les valeurs, bien les examens qui ont une valeur de présomption, mais qui ne sont pas de certitude. Allons jusqu'au examen de certitude. Comme leur nom indique, c'est ces derniers qui vont poser le diagnostic de certitude d'une tuberculose péritonéale. Donc, on revient premièrement aux critères de suspicion. C'est le développement de l'acide. Faites attention dans vos cas cliniques. Les signes généraux, l'asthénie, l'anorexie, l'amaigrissement, du syndrome paranéoplasique, tout ça est en faveur ou bien de suspicion d'une tuberculose péritonéale. Je répète, quel que soit le statut du patient, on est tuberculeux ou non. Tout ça, ce sont des critères de suspicion d'une tuberculose péritonéale. Donc ça, c'est premier plan. L'aspect clinique, ça va vous faire avoir la réflexion de penser à une tuberculose péritonéale. Mais il n'est pas suffisant de poser le diagnostic. Donc ça, c'est premièrement pour la clinique. Deuxièmement, le bilan paraclinique. Aussi, il est contributif dans le diagnostic de la tuberculose. On va avancer premièrement par les examens d'orientation. Donc, comme leur nom indique, ils vont nous orienter vers une pathologie tuberculose, mais ils ne sont pas non spécifiques ni justifiables de poser le diagnostic d'une tuberculose. Donc, c'est des critères d'orientation. On note premièrement un syndrome inflammatoire. Donc, un patient qui est en train de développer un syndrome inflammatoire qui se représente par la vitesse de sédimentation élevée, la protéine C réactive en augmentation, deuxièmement une anémie normochrome microcytaire et de la thrombocytose qui est notée dans le syndrome inflammatoire. Donc devant une triade CRP, vitesse de sédimentation élevée, l'anémie normochrome microcytaire, thrombocytose. Donc les plaquettes sont les agents d'inflammation. Ce sont des agents contributifs à l'inflammation au syndrome inflammatoire. Donc c'est parmi les critères d'orientation vers une pathologie inflammatoire ou bien tuberculose, mais ils ne sont pas spécifiques. Deuxièmement,
la ponction d'acide exploratrice. Donc, l'aspect macroscopique qui est jaune citrin, donc c'est un liquide clair. Donc, c'est un acide à liquide clair, mais faites attention, dans l'étude biochimique, c'est un acide qui est exsudatif. Donc, ça cloche. Donc, un acide exsudatif avec un taux de protéines supérieur à 25 grammes par litre. Un aspect qui est jaune citrin, c'est pas purulent et la prédominance lymphocytaire là. Donc, ça va vous faire craindre à une infection bactérienne. Et cette fois-là, elle est, je répète, un aspect de liquide qui est clair. Un exudat des protéines qui sont supérieures à 25 grammes, la prédominance lymphocytaire, ce sont des critères de doute vers une pathologie, une infection tuberculeuse. Donc, ce sont des examens d'orientation vers une tuberculose péritonéale. Donc, je répète, premièrement, concernant le bilan paraclinique, les examens d'orientation sont le syndrome inflammatoire, la ponction d'acide qui va revenir avec un liquide clair, exudatif, à prédominance lymphocytaire. Donc j'espère que c'est clair pour les examens d'orientation. Passons maintenant au deuxième grade. Les examens qui ont une valeur de présomption, donc ils sont contributifs. Donc c'est plus fort que les précédents. Donc on a plus un syndrome inflammatoire ou une ponction qui a revenir exudatif. Là, on a des examens qui ont une valeur de présomption. C'est l'IDR à la tuberculine, l'échographie abdominale, voire la TDM abdominale, et de la laparoscopie. Ce sont des examens de forte suspicion, de présomption. Mais je répète, ils ne sont pas suffisants, ils ne sont pas des examens de certitude. Donc je vous invite dans ce cours à noter les trois étages: examen d'orientation, examen de présomption et en dernier lieu les examens de certitude. Donc deuxièmement, les examens de présomption, c'est premièrement un IDR à la tuberculine qui est positif. Lorsqu'on dit un IDR à la tuberculine qui est positif, ça va favoriser une infection tuberculeuse, mais il ne va pas préciser le type s'il s'agit d'une tuberculose péritonéale. C'est pour cela qu'on a associé le terme présomptif à ces examens-là. Donc, premièrement, l'IDR à la tuberculine. Donc, il a une faible sensibilité et une faible spécificité. Ce n'est pas un diagnostic de certitude. Faites attention dans vos cas cliniques. Il est positif en 53% des cas. Et là, je vous invite à noter les trois critères pour dire qu'il s'agit d'un IDR à la tuberculine qui est positif. Donc, on dit que l'IDR à la tuberculine, il est positif. J'ai un patient, premièrement, qui n'est pas vacciné contre la tuberculose. S'il a une induration qui est supérieure seulement à 10 mm. Donc ça, premièrement, un patient qui n'a pas rencontré la tuberculose par vaccination, une induration de 10 mm, elle est suffisante pour dire qu'on a un IDRT qui est positif. Donc ça, premier cas. Deuxièmement, deuxième cas, j'ai un patient qui est vacciné. TCG positif, un patient qui a rencontré l'antigène de la tuberculose. Donc, il faut une indiration qui est supérieure à 15 mm. Donc, un patient qui est pas vacciné, qui n'a pas rencontré de la tuberculose dans sa vie, 10 mm d'induration est suffisante pour dire que l'IDRT il est positif. Par contre, un patient vacciné, un patient BCG positif, il faut 15 mm d'induration pour poser le diagnostic. Faites attention dans vos cas cliniques. C'est selon l'état vaccinal et l'état immunologique du patient. Et troisièmement, un patient qui est immunodéprimé, un patient qui est HIV positif, une duration de 5 mm, elle est suffisante pour poser le diagnostic. Pourquoi? On est en train de parler d'un patient qui est immunodéprimé et il n'a pas de capacité de provoquer une induration de 15 ou bien de 10 mm. Donc 5 mm chez un patient qui est immunodéprimé, qui est HIV positif, est suffisant de dire qu'il s'agit d'une infection tuberculeuse. Je vous invite à prendre ces trois lignées par cœur. Faites attention dans vos cas cliniques. C'est selon le cas. On ne dit pas un IDR positif ou négatif seulement sur le taux d'indiration. C'est aussi à l'état
vaccinal du patient et à l'état immunologique, immunocompétent ou immunodéprimé. Ça, c'est à retenir par cœur. Donc, premièrement, un IDR à la tuberculine, c'est un examen de valeur présomptif. Deuxièmement, l'échographie abdominale ou la TDM abdominale. Donc, c'est un examen de présomption. Toujours, je répète, il va nous aider. Donc, présomption veut dire il va nous aider au diagnostic, mais pas poser de la certitude. Donc, qu'est-ce que vous allez voir dans la TDM ou bien de l'échographie? Bien sûr, vous allez noter la site, soit cloisonné, soit libre. Vous allez noter aussi l'épaississement des feuillets péritonéaux et des épiplans. Donc, ça va témoigner d'une inflammation. Aussi des infiltrations nodulaires ou bien stellaires ou bien mésentères. Plutôt du mésentère. Donc, comme on avait vu précédemment, il existe plusieurs formes. Donc, soit une infiltration nodulaire ou bien stellaire dans le mésentère. Aussi, les ganglions. Donc, on a des adénopathies qui vont réaliser une masse qui est hypoécogène de forme variable. Ils sont multiples et parfois confluentes. Aussi, l'échographie, elle va nous aider dans la ponction et l'aspiration de ces adénomégalies, de ces adénopathies, pour rechercher du granulome qui est l'examen de certitude, comme on avait dit précédemment dans l'anatomopathologie. Donc, si on récapitule, l'IDR à la tuberculine, l'échographie pour mieux percevoir la cyste et l'épaississement des feuillets péritonéaux qui va témoigner d'une inflammation des deux feuillets péritonéaux, aussi la ponction et l'aspiration des adénopathies qui sont aussi contributifs au diagnostic. Troisièmement, c'est de la laparoscopie, donc qui va nous aider vraiment à poser le diagnostic d'une tuberculose. Donc c'est l'outil de diagnostic de choix. Pourquoi? Elle est sensible à 93%. Elle va nous permettre aussi de réaliser des biopsies comme on a vu précédemment dans la partie précédente. Je vous invite à la consulter. Aussi, elle va nous permettre de faire l'étude du foie et des organes génitaux. Pourquoi? Peut-être il s'agit d'une tuberculose péritonéale qui est secondaire si vous vous souvenez soit d'un organe, c'est le foie et les organes génitaux, comme on avait dit dans la genèse de la tuberculose péritonéale. Je vous invite à consulter la première partie pour mieux comprendre et mieux simuler. Et dernièrement, la laparoscopie va nous permettre d'avoir l'aspect granulomateux ou bien les granulations péritonéales comme on a vu précédemment, soit l'aspect adhérent ou bien l'inflammation péritonéale comme on avait vu précédemment dans l'anatomopathologie. Donc pour mieux percevoir, on va passer à l'illustration. Donc la laparoscopie va nous permettre de voir l'aspect là. Donc soit l'aspect de granulation qui est mieux illustré là. Donc c'est en faveur d'une tuberculose péritonéale, comme on avait vu précédemment dans la première partie, ou bien des formes qui sont adhérentes et bien sûr l'inflammation péritonéale, donc qui va donner l'aspect de séreuse qui est épaissie, œdématiée et hypervascularisée. Donc deuxième type des examens, les examens de présomption, gardez-vous en tête un IDR à la tuberculine, un TDM abdominal et de la laparoscopie qui sont très contributifs au diagnostic de la tuberculose péritonéale. Dernièrement, troisième grade, troisième type des examens, ce sont les examens de certitude. Donc là, ce sont les examens les plus forts, les plus spécifiques. Ce sont les examens qui vont nous permettre de poser le diagnostic avec certitude. Donc on peut faire le recours soit un diagnostic bactériologique à partir de la ponction du liquide acide. Donc, c'est la coloration de sénescente. Donc là, je vous invite à prendre note. Les examens de certitude ils sont fortement posés comme question d'examen. Donc, les examens de certitude, une tuberculose péritonéale à retenir, une coloration à sénescente qui est positive dans 3%. La culture, ce sont toujours des examens directs. Donc ça, c'est de la bactériologie. Une culture sur un milieu spécifique de Lowenstein-Jensen qui est positive dans 35% des cas.
mais elle est lente. Je vous invite à consulter le cours bactériologie, le Mycobacterium tuberculosis, bacille de Koch. On avait dit les caractéristiques que c'était un germe qui a une culture qui est très longue, qui peut arriver jusqu'aux 42 jours, 4 jusqu'à 8 semaines. Donc, premièrement, les examens de certitude, les examens bactériologiques, la coloration de Zinn-Nielsen et deuxièmement, la culture sur milieu de Lowenstein-Jensen. Donc, après une fonction de liquide acide. Notez ça bien. Donc, ça, c'est un examen direct. Vous voyez l'aspect, la coloration rouge. Il s'agit du bacille acido-alcoolo-résistant. Donc, qui est coloré en rouge à la coloration de Zinn-Nielsen. Ça, c'est du diagnostic positif. C'est un examen direct. Je répète, de certitude de la tuberculose péritonéale. Et c'est rare. Juste 3% des cas qui vont revenir positifs. Deuxièmement, un examen qui est plus fort que le précédent, c'est la culture sur milieu de Lowenstein-Jensen. Mais malheureusement, elle va prendre du temps. La croissance, elle est très lente. Elle peut aller jusqu'aux 8 semaines pour poser le diagnostic d'une tuberculose péritonéale. Aussi, dans les examens de certitude, c'est la recherche des BK par la biopsie du péritoine. La biopsie plutôt la biopsie péritonéale, elle est positive dans 38 jusqu'au 92% des cas. Donc vous voyez, on est en train de passer du moins sûr vers le plus sûr et certain. Donc troisièmement, la recherche de BK par biopsie péritonéale. Quatrièmement, l'examen le plus fidèle, le gold standard, c'est le diagnostic histologique comme on avait vu précédemment. C'est la présence du granulome épithélio-gigantocellulaire. C'est la présence du follicule de Koster avec la nécrose caséeuse. Elle est présente dans 80% des cas avec de la nécrose dans 45% des cas. C'est le diagnostic histologique de certitude. C'est le gold standard. Donc, je récapitule. Si on vous pose la question, quels sont les examens de certitude d'une tuberculose péritonéale? Premièrement, coloration de Zinn-Nielsen, l'examen bactériologique direct. La culture du milieu de Lowenstein-Jensen. Les deux, ils ont des inconvénients. Le premier, il n'est pas spécifique. C'est juste 3% des cas. Et deuxièmement, la culture, elle est très longue. Troisièmement, la recherche des PK à partir de la biopsie. Et surtout, on a insisté ça dans la première partie, c'est le diagnostic histologique dans l'anatomopathologie par la présence du follicule de Koster, l'épithélium, bien le granulome épithélio-gigantocellulaire avec de la nécrose caséeuse. C'est le gold standard, c'est l'examen de certitude le plus puissant. À retenir aussi qu'on dispose de nouveaux outils diagnostiques. Donc, aussi vous êtes censé de reconnaître ces trois examens ou bien trois outils de diagnostic. Donc, c'est le dosage de l'adénosine désaminase, ou bien l'ADA. Donc, tout ce qui est en gras, bien sûr, est à retenir. Donc, l'ADA, on dit qu'elle est positive si on a un taux, notez bien, qui est supérieur à 35 unités par litre. Elle est sensible à 100%. Donc, c'est un outil de certitude. N'oubliez pas ça dans vos cas cliniques. Donc, l'ADA, aussi, c'est du nouveau outil diagnostique de certitude. Elle est positive au-delà de 35 unités internationales. Donc, elle est sensible dans 100% des cas et spécifique à 96% des cas. Donc, c'est un examen, bien un outil de diagnostic de certitude. Deuxièmement, la PCR. Toujours, on avait dit que la PCR était un examen de certitude, toujours dans n'importe quelle pathologie. C'est du polymerase chain reaction. Donc, elle est sensible à 70% des cas. Mais elle reste une sensibilité qui n'est pas trop suffisante. Elle peut nous donner de faux positifs par contamination du prélèvement ou bien des infections latentes. Dernièrement, la PCR sur liquide d'acide. Donc, si on récapitule les diagnostics de certitude, donc, l'examen bactériologique, deuxièmement, la recherche de BK par biopsie péritonéale, le diagnostic histologique qui est le gold standard
associé au dosage d'ADA, adénosine désaminase, aussi du PCR, soit par prélèvement péritonéal ou bien du liquide acide. Ça, c'est les examens de certitude que vous êtes censé de les retenir. Donc, j'espère que c'est clair pour la paraclinique sur les examens de orientation, les examens de présomption et les examens de certitude. Donc, ça, c'est le but de cette partie, c'est de retenir ces examens par cœur. Dernier examen de certitude, c'est un traitement d'épreuve. Un patient qui a répondu à la chimiothérapie, donc c'est un examen de certitude qu'il est atteint d'une tuberculose. Donc, en absence de preuves formelles, histologiques ou bien bactériologiques, dans les pays de forte prévalence comme l'Algérie, si le diagnostic il est fortement suspecté, donc l'évolution sous traitement va confirmer le diagnostic. Donc, un patient, si on note la régression des symptômes qu'on a vus précédemment, la régression de symptomatologie après un traitement, après de la chimiothérapie qu'on va l'aborder prochainement. Donc ça, c'est du diagnostic positif, c'est un examen de certitude chez un patient qu'on n'a pas pu faire le diagnostic histologiquement ou bien bactériologique dans les pays de forte prévalence comme l'Algérie et surtout chez un patient avec de fortes suspicions. Un traitement d'épreuve, s'il est positif, c'est un examen de certitude d'une atteinte tuberculeuse. Et aussi, n'oubliez pas de rechercher autre localisation. La tuberculose, elle est surtout, ou bien généralement, souvent, secondaire à une localisation qui est pulmonaire. Recherchez de la tuberculose pulmonaire de façon systémique. Notez ça bien dans votre conduite à tenir. Donc, si vous avez posé le diagnostic d'une tuberculose péritonéale, elle peut être fortement secondaire à une localisation, soit pulmonaire, soit extrapulmonaire. Donc, recherchez la localisation pulmonaire de façon systémique et on va l'aborder avec détail dans la pneumologie. Et bien sûr, rechercher d'autres localisations extrapulmonaires avec des signes d'appel. On va aborder ça avec détail en pneumologie dans la tuberculose pulmonaire et tuberculose extrapulmonaire. Restez abonnés, chers amis, pour les prochaines séries de vidéos. Donc, un traitement d'épreuve, il est aussi un examen de certitude. Avant de conclure, on va résumer tout ce qu'on avait pris dans cette partie. Donc, pour poser le diagnostic positif, il existe plusieurs cas. Un cas facile, des cas avec de fortes présomptions, comme on avait cité, et des éléments de certitude, et dernièrement, des cas qui sont difficiles. Les cas faciles, un patient qui est immunodéprimé, on avait dit que l'immunodépression parmi les majeures infections, les premières infections opportunistes à se manifester chez un patient sidéen, c'est de la tuberculose. Deuxièmement, notion de comptage et d'antécédent de tuberculose. La récidive, elle est évidente. Elle peut passer. Atteinte pulmonaire sur un téléthorax qui est très évocateur. Donc, une tuberculose pulmonaire primaire, elle peut donner facilement une tuberculose extrapulmonaire et surtout la localisation péritonéale, comme on avait dit, qui a été la localisation la plus favorisée. L'acide exudatif lymphocytaire avec un taux de protéines qui est supérieur à 25 grammes par litre. L'acide qui est clair, à prédominance lymphocytaire, il est en faveur de la tuberculose. C'est facile. Avec un IDR à la tuberculine qui est positif. Donc ça, vous pouvez poser le diagnostic facilement. Une tuberculose péritonéale devant ces cas. Donc là, le premier cas, c'est facile. Vous avez tous les arguments cliniques, paracliniques, l'infection tuberculose pulmonaire primitive, l'aspect du liquide acide qui est très évocateur d'une tuberculose pulmonaire, plutôt péritonéale. Donc le premier cas, ça, c'est facile. Deuxièmement, le cas avec de fortes présomptions. C'est le rôle de l'adénosine désaminase qui est supérieur à 30 unités par litre. La laparoscopie qui est très évocatrice, surtout dans la forme granulique, on avait vu précédemment. L'histologie qui est très évocatrice d'une tuberculose péritonéale. Les éléments de certitude dernièrement, c'est la bactériologie positive.
Deuxièmement, l'histologie. Le plus puissant des diagnostics, c'est l'histologie, l'anatomopathologie, le follicule de Koster, le granulome épithéliaux cellulaire avec de la nécrose caséeuse, c'est le gold standard. Retenez ça par cœur dans la localisation du tuberculose péritonéale. Et dernièrement, devant des cas qui sont difficiles, comme on avait dit, la réponse favorable à un traitement d'épreuve, c'est aussi, faites attention, un diagnostic de certitude d'une tuberculose péritonéale. Un patient qui répond bien au traitement, il est un patient atteint de tuberculose péritonéale. Ça, c'est à retenir. Et dernièrement, les cas difficiles devant des formes qui sont anacytiques, pseudo-tumorales ou pseudo-chirurgicales. C'est difficile de poser le diagnostic. Donc, à retenir, j'insiste sur les éléments de certitude. Un examen bactériologique, soit par coloration des aînés, je répète, ou la culture sur milieu de Lowenstein-Jensen, c'est le but de cette partie. L'histologie, le follicule de Koster, le traitement des preuves aussi, c'est un examen de certitude. Les examens aussi, on a l'adénosine, le rôle de l'adénosine des aminases à retenir, la laparoscopie et l'histologie évocatrice. Donc ça c'est tout pour cette deuxième partie. J'espère que vous avez retenu tous les critères, tous les examens, soit de présomption, soit d'orientation, et bien sûr de certitude. Ce sont des thèmes fréquemment répondus dans vos cas cliniques et bien sûr dans les examens. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. Je vous rencontrerai dans la troisième partie de la tuberculose péritonéale où on va aborder le traitement et la chimiothérapie, la quadrithérapie antituberculeuse. Merci pour votre attention et à la prochaine.